Cet épisode aborde la dépression postpartum. Et à certains moments, il est question de pensée suicidaire. Si ces mots vous touchent de trop près, si vous traversez un moment difficile, n'hésitez pas à demander de l'aide. En France, le 3114 est le numéro national de prévention du suicide. Ce numéro est gratuit, confidentiel, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Chaos debout, histoire de survivants. Épisode 7. Jessica. Il y a des choses qui sont en moi et que je sais, alors que ça s'est passé quand j'étais toute petite, voire bébé, mais je le sais. Et ce que je sais, c'est que à chaque instant de ma vie de petit enfant, de petite fille, c'était histoire de vie ou de mort sans cesse. J'étais sur le qui-vive sans cesse, en fait. Est-ce que ma mère va partir ? Est-ce que ma mère va se tuer ? Voilà, et ça, c'est quelque chose que j'ai en moi très fort. Pour mes 3 grossesses, j'ai fait des dépressions postpartum. La première, j'avais 20 ans quand j'ai eu ma fille. En fait, c'était tellement intense l'arrivée d'un bébé quand t'as 20 ans que la dépression, en fait, elle est passée un peu inaperçue. J'entendais le nom du baby blues, alors je croyais que c'était juste on pleurait un peu, mais j'avais pas vraiment conscience qu'on pouvait faire une vraie dépression. Tout le monde dit ça, hein. Oh mais un bébé, mais quel bouleversement, c'est fatigant, c'est normal ce que tu vis. C'est normal ce que tu vis, tu vas y arriver. J'ai été très aidée par ma mère, donc j'étais pas isolée à ce moment-là. Mais on n'a jamais parlé, à partir du moment où j'ai eu les enfants, que peut-être c'était une reproduction qui se passait, que elle avait été dépressive quand elle a eu les enfants. Non. Est-ce que c'était une méconnaissance peut-être ? Est-ce que c'était tabou ? Peut-être aussi, je ne sais pas. Et c'est à l'arrivée de mon deuxième enfant, 5 ans après, j'ai fait une dépression plus profonde. Je suis pas passée à côté, c'est-à-dire que j'ai eu tellement des symptômes importants. J'avais mon petit bébé et je pleurais toute la journée. Donc là, c'est mon médecin qui m'a alertée en me disant bah voilà, en fait, là, tu fais une dépression. Ça s'appelle une dépression postpartum. Et je me suis dit, ah, mais j'ai été déjà dans cet état quand j'ai eu ma première. Et j'ai compris. Mon médecin voulait me mettre sous antidépresseur, mais moi, j'ai pas voulu. Elle m'a donné des choses naturelles, et puis je me suis fait suivre. Puis ben voilà, j'ai surmonté ça, je pense, au bout de quelques mois. Quand j'ai eu ma 3e grossesse, là, je le savais qu'il fallait que je fasse attention. J'ai commencé à prendre des vitamines, des oméga 3, enfin, tout ce qu'il faut pour prévenir la dépression. Cette 3e grossesse-là, elle a été très, très, très attendue. Il y a 19 ans d'écart entre ma première et mon 3e. On souhaitait vraiment ce bébé, mais j'ai fait 3 fausses couches avant de l'avoir. Ce qui m'a déjà mis un peu border. J'étais déjà pas très bien, j'étais déjà un peu anéantie par ce que je venais de vivre. Hein. Mais le 3e enfant, je n'avais plus du tout d'injonction. Je savais que je pouvais élever les enfants, que je le faisais bien. Plus de doute. C'était pas l'injonction sociale, c'était plutôt moi. Ça me renvoyait à ma mère. Parce que ma mère a fait des dépressions très graves quand elle a eu ses enfants. Et ma mère, quand j'étais bébé, elle voulait se suicider. C'est intolérable d'infliger ça à ses enfants.
Je voulais absolument pas qu'il vive ça. Pour moi, c'était la pire des choses. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu ce bébé, j'étais hyper contente, et puis dans ma tête, c'était mon 3e enfant, mon dernier. Je me suis complètement investie dans cette 3e maternité. J'ai voulu l'allaiter plus que les autres. Enfin, j'en ai fait peut-être plus que pour les autres. Et c'est arrivé insidieusement, en fait. J'ai allaité ce bébé jusqu'à ses 10 mois. Déjà, c'était un bébé qui dormait pas. Et il ne tétait pratiquement pas la journée, il ne tétait que la nuit. Et ça, je pense que le sommeil, pour la plupart des gens, et moi, c'est le cas, quand je dors pas après, c'est très, très compliqué. Donc la nuit, je dormais pas. Je m'occupais de lui. Et la journée, j'étais dans un état, mais c'était terrible, quoi. J'étais très fatiguée, mais comme toutes les mamans. Et en fait, j'avais des petits symptômes de dépression qui étaient là, mais je pensais que c'était une fatigue générale due à l'arrivée du bébé. C'est très bizarre, la dépression, parce que souvent, il y a des symptômes qui nous alertent, on a une vision du monde qui est biaisée, mais on pense que c'est comme ça qu'on voit la vie. Et du coup, c'est très dur de se dire non, c'est une maladie. Là, c'est la maladie qui me fait voir la vie comme ça, mais c'est pas mon état normal. C'était une journée comme une autre où je m'occupe de ce petit, je le change sur le canapé, je lui mets de la crème, il bouge, il met de la crème sur le canapé. Et là, ça m'a fait péter un câble. J'ai dit, mais j'en ai marre, en fait. Mon canapé, il est foutu, et cet enfant, il est terrible. Et en fait, j'en ai marre. J'ai commencé à être en colère. À ce moment-là, mon compagnon est arrivé. On s'est disputé et on s'est battu. Je me sentais persécutée. Je n'en peux plus de ce gamin. J'ai envie de le prendre, j'ai envie de le jeter par la fenêtre. J'étais en colère contre tout le monde, je voulais que tout s'arrête, en fait. J'étais submergée. C'était trop. Et je me suis fait peur. En tant que maman, je me suis dit, mais c'est pas acceptable d'avoir ce ressenti vis-à-vis de cet enfant. C'était intolérable de ne pas avoir de patience, de détester cet enfant, parce qu'il y a eu des moments où, en fait, j'ai détesté ce bébé. C'est très, très fort comme ressenti, et à la fois, c'est très fort comme toi-même, tu te dégoûtes. Tu te dis, mais moi, je suis capable de ressentir ça, mais c'est horrible. J'ai compris que j'allais plus bien, que je déraillais. J'ai dit, écoute, je vais aux urgences psychiatriques. Et le psychiatre me reçoit et me dit, c'est une dépression, vous faites une dépression, il faut vous soigner, je vais vous donner des antidépresseurs. Encore une fois, moi, j'ai pas voulu les prendre. Comme beaucoup de gens, en fait, on a un peu des a priori sur les antidépresseurs. Dans ma tête, à l'époque, ça allait altérer ma personnalité. Et pour moi, c'était pas possible. Et il m'a dit, bon, réfléchissez pour les antidépresseurs, je vous laisse l'ordonnance, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut que vous dormiez. Si vous ne dormez plus, vous n'allez pas tenir. J'avais un médicament très fort qui me cassait, et après un somnifère qui fait que je dormais toute la nuit. Donc pendant ce moment-là, je ne pouvais plus l'allaiter la nuit, donc c'est mon compagnon qui a pris le relais. Et ça a duré quelques temps où ça allait déjà mieux quand même, le fait de dormir, mais ça n'a pas soigné la dépression. On habitait à la montagne. Je m'étais disputée avec mes parents quelques années auparavant. Donc j'avais plus de lien avec ma famille pratiquement. Je connaissais des gens, mais c'était pas des amis très proches. Donc il y avait un isolement, ça c'est sûr. Et après, il y a une honte qui entoure cette maladie. On est dans une société de la performance.
Et être dépressif, c'est avoir une faille énorme. Et c'est un peu intolérable, en fait. C'est un peu inacceptable. Et ce qui, en fait, aggrave la situation du dépressif. C'est très dur d'aller voir les gens en leur disant « aide-moi, je vais mal ». En fait, on va voir les gens quand on est bien. Je glisse dans une fatigue telle que, en fait, je ne peux plus quitter mon lit. Je n'arrive plus à rien faire, en fait. J'ai très peu de souvenirs de ce moment-là. Mon compagnon, il a tout pris sur ses épaules. Il a été formidable, hein, vraiment. Hein, donc, il s'est occupé des enfants. Il a été très tendre, il a été très compréhensif. Il était très patient. Maman ne va pas bien, mais la vie doit continuer. Donc, le grand qui était ado, lui, il avait ses problèmes, en fait, ses propres problèmes d'adolescent. Et tant mieux pour lui, d'un côté. Par contre, le bébé, c'est mon compagnon qui a tout géré, heureusement. Parce que, alors, à ce moment-là, j'étais incapable de m'en occuper. Tu vois, un bébé qui vient vers toi, qui est très tendre, il vient juste te voir. Et moi, pour moi, c'était insupportable. Donc, je le rejette en disant « va voir papa ». Et à la fois, je me dégoûte de faire ça. T'es dans une spirale très négative où tu te dis « mais je suis couchée toute la journée, je sers à rien. Tout se passe mal, c'est ma faute. Je suis une mauvaise mère. Pour tout le monde, ça serait mieux que je ne sois plus là. » Et je commence à élaborer des scénarios de suicide. Je commence à me dire à quel jour je vais me suicider, comment je vais faire. Donc j'en ai plusieurs dans ma tête. Et il me manque juste le courage de le faire. Un matin, mon compagnon vient me voir. Je lui dis aide-moi à mourir. Moi, j'en peux plus. Je sais pas comment faire. Enfin, si, je sais comment faire parce que je l'ai imaginé, mais j'ai pas le courage. Tu veux pas me tuer, aide-moi. Je me suis entendue dire ça. Et en fait, c'est peut-être pas ma parole, mais c'est plutôt la réaction de mon compagnon. Pour lui, c'était plus possible. Sa patience, là, c'était la limite. Et ça m'a fait un électrochoc. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Qu'est-ce que tu es en train de lui demander ? Je vais retourner une deuxième fois aux urgences psychiatriques. C'est un autre psychiatre, un jeune psychiatre. Il a eu ce discours-là. Il m'a dit, c'est la deuxième fois que vous venez. Vous êtes malade. Je vous donne des antidépresseurs, vous les prenez. Parce que si vous refusez de vous soigner, vous allez mourir. Et si vous étiez diabétique, je vous dirais qu'il faut prendre de l'insuline. Et si vous refusiez, vous voyez bien le risque que ça pourrait comporter. Donc, comment vous pouvez refuser de vous soigner ? Et je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, en fait, je l'ai entendu. J'ai dit oui, ok, j'accepte. Et ça m'a sauvée. En fait, les antidépresseurs m'ont sauvé la vie. En fait, très rapidement, au bout de 2-3 semaines, j'ai commencé à sentir un regain d'énergie. Et à retrouver un sens un peu à la vie petit à petit, mais à la vie du quotidien. C'était pas des grandes aspirations philosophiques, mais juste au quotidien y arriver. Étendre une machine, m'occuper du bébé, je me sentais capable. En fait, j'étais libérée et on a l'impression qu'on revient du monde des morts, là, et
Voilà. Et après, j'ai été suivie. J'ai pris 6 mois d'antidépresseurs. Et la psychiatre qui me suivait m'avait dit toute l'importance de l'activité physique et notamment du sport. Et j'ai commencé à faire du sport tous les jours, un petit peu. J'allais à la salle de sport du village d'à côté. Je faisais du vélo, je faisais de la gym. Et j'ai encore des images. Je déposais mon bébé à la crèche et hop, je partais à mon cours de sport et j'avais une vision sur les montagnes et je trouvais que la vie était belle. Et ça, c'était magique, hein, de sortir de toutes ces idées noires et de se dire « Ah, enfin, waouh, elles sont belles ces montagnes. Ah !» Et j'écoutais la musique, je disais « Ah, c'est chouette, la vie. » Voilà. Je pense qu'on n'est pas assez alerté par les médecins. En tout cas, c'est pas quelque chose dont ils parlent. Quand on fait le suivi gynécologique, par exemple, pour le bébé, on n'est pas alerté. Enfin, en tout cas, moi, mes gynécos, ils m'ont jamais alerté. Est-ce que vous avez déjà eu une dépression postpartum ? Oui. Alors attention, les récidives, vous risquez d'en refaire une. En fait, ce qui m'aurait vraiment aidé, c'est une grille claire des symptômes et en me disant, voilà, attention, si vous ressentez ça, ça et ça, c'est que vous êtes en train de faire une dépression. Alors, c'est tristesse, fatigue, trouble du sommeil, perte d'appétit, perte d'énergie, perte de plaisir. Ça, c'est quelque chose aussi qui a été très dur pour moi parce que je n'avais plus de plaisir dans rien. Il n'y avait plus rien qui m'intéressait dans la vie, rien. Mon épisode dépressif était terminé. J'allais mieux et tout ça, et j'ai entrepris de faire la psychogénéalogie. Et à la première séance, elle me demande de faire mon arbre généalogique. Donc je fais l'arbre généalogique, et elle me dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec votre mère et votre grand-mère ?» Et moi, je lui dis, ma grand-mère, elle est tombée enceinte avec un bandit. Ce mec, il est allé en prison. Donc ma mère, c'était la honte un peu. Donc c'était quelque chose qui était inacceptable à l'époque. Et je sais que ma grand-mère ne voulait pas de ma mère et a essayé de la tuer quand elle est née. Parce qu'elle a accouché à la maison. Personne n'était là. Alors, est-ce que cette histoire-là, de cette mère qui tue son enfant, enfin en tout cas qui a la volonté de le faire, elle nous poursuit pas quelque part en fait ? Peut-être c'est un peu ça. Enfin, la naissance et la mort sont hyper proches dans cette famille en fait. Ça signifie un peu la même chose quelque part. J'ai ça en moi et je voudrais pas le transmettre à ma fille. J'ai été vraiment très très mal, mais j'ai pas de ressenti négatif en me disant le lien a été brisé. J'ai l'impression qu'en fait, ça s'est fait quand même. Mais je pense que mon compagnon a énormément compensé. Ce qui fait que cet enfant, en fait, il était joyeux. Il a jamais arrêté d'être joyeux, grâce à son père. Je me souviens que j'avais une infinie reconnaissance. Bon, ça fait 24 ans qu'on est ensemble. Donc on a vécu vraiment des choses très fortes et des choses très positives et des choses très très difficiles. Et là, quand on sort de la dépression, je me dis il est vraiment fort, il a résisté à ça, bravo, parce que est-ce que moi je serais pas partie ? Et j'ai toujours cette culpabilité en moi de lui avoir demandé de me tuer. Je me dis, mais comment j'ai pu lui demander ça un jour, quoi, voilà. Maintenant, j'adopte une hygiène de vie dans mon travail ou même à la maison. Je dors bien et dès que je dors mal, je fais tout pour aménager une sieste ou
parce que je sais que ça va modifier mon humeur et qu'après, je peux basculer. Je fais attention à mon alimentation, je fais du sport. L'alcool, j'en bois plus en semaine. De temps en temps, j'en bois le week-end. Mais je fais attention, voilà. Je fais attention à tout, en fait. Je lis, je vais au cinéma, je fais des choses pour moi. Voilà. Et quand j'ai envie d'aller marcher dans l'eau de mer avec une amie, on le fait. Et en fait, le plus important pour moi maintenant, c'est de m'écouter, d'écouter mes besoins et de les respecter. En fait, c'est très bizarre, mais j'ai l'impression que la dépression, c'est quelque chose, je le vois un peu comme une masse noire, protéiforme, qui peut s'accrocher à différentes parties de ma vie. Je le gère de mieux en mieux, et en tout cas, ce qui est différent maintenant, c'est que je me dis que ça fait partie de moi. J'ai fait un gros travail sur accepter ma relation avec ma dépression. Comment la gérer et comment faire avec. Alors, je peux pas dire elle est là tout le temps, parce que là, en ce moment, par exemple, je suis dans une période où je vais très bien, et je ne dis pas aux gens « bonjour, je suis dépressive », pas du tout, hein. Mais je sais que si quelque chose ne va pas bien, je peux retomber. Mais ça aussi, de le comprendre, ça me fait me sentir plus humaine, parce que je suis fragile, en fait, et j'ai accepté d'être fragile, voilà. Et c'est dur, d'accepter d'être fragile, quand en fait, t'as toujours voulu être au top. Et que depuis petit, si t'es pas au top, t'es en danger. Chaos debout est un podcast produit par Cœur d'Or. Cet épisode a été réalisé par Déborah Znati, mixage Benoît Dame et Jérémy Jones. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous et suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. À bientôt.